Bienvenue dans cette série d'exercices, la série numéro 2, consacrée aux ondes mécaniques progressives et périodiques. Commençons par l'exercice 1. Bien entendu, la méthode à suivre, c'est d'abord essayer de faire l'exercice tout seul et après vous comparer avec le résultat qu'on va donner. À la surface de l'eau, un vibreur provoque une onde progressive de fréquence 10 Hz. On a enregistré les deux courbes suivantes. La première courbe, c'est y égale f de t, c'est l'élongation en fonction du temps. Et la deuxième, c'est l'élongation en fonction de x. Première question, quelle est la courbe qui montre la périodicité temporelle et quelle est celle qui montre la périodicité spatiale? À savoir que la périodicité temporelle est représentée par la période grand T et périodicité spatiale est représentée par la longueur d'onde lambda. Donc, d'après ce qu'on voit ici, je ne peux déterminer la périodicité temporelle que de y égale à f de t et la périodicité spatiale de y égale à f de x. Donc, on va écrire la réponse suivante. Premièrement, y égale f de t représente la périodicité temporelle, ou bien montre la périodicité temporelle. Y égale f de x montre la périodicité spatiale. Deuxième question, calculer les valeurs de la période t et de la fréquence n de l'onde progressive. Alors, pour calculer la période, je vais prendre la courbe y égale à f de t et je vais déterminer la longueur d'une période. D'après le schéma ici, une période, c'est à partir par exemple de ce point jusqu'à un point semblable. Donc ça, c'est la période grand T. D'après ce schéma, cette période mesure 2 carreaux. Et d'après l'échelle donnée, on a 5 carreaux qui représentent 0,25. Donc je peux appliquer la règle de proportionnalité, qu'on appelle aussi la règle de 3 communément. Je vais dire que 5 carreaux, 5 divisions, représentent 0,25 secondes. Et 2 divisions représentent la période t. Je déduis que la période t est égale à 2 fois 0,25 sur 5. Tout calcul fait, on trouve t égale 0,1 seconde, ou bien 0,10 secondes, puisque je dois donner le résultat avec deux chiffres significatifs. Donc, la fréquence n, ou bien f, comme on veut, c'est l'inverse de la période. C'est 1 sur 0,1, ça donne 10 Hz. Et c'est logique, puisque la fréquence des ondes, c'est la même chose que la fréquence de la source des ondes. Le vibreur, c'est la source des ondes, il a une fréquence de 10 Hz, donc les ondes doivent avoir aussi une fréquence de 10 Hz. Il y a des élèves qui vont penser ou qui ont tendance à dire que la fréquence est égale à 10 Hz au premier, puis ils vont déduire la période t. Mais ici, on a demandé de calculer d'abord la valeur de t, puis la valeur de la fréquence. Ce qu'il fallait avoir dans la tête, c'est que la fréquence que je dois trouver doit être égale à la fréquence du vibreur, c'est-à-dire 10 Hz. Troisième question, déterminer la périodicité spatiale. On va procéder de la même manière, mais cette fois-ci, la périodicité spatiale, ça sera à partir de ce point-là, sur la courbe y égale à f de x, jusqu'à celui-là. C'est-à-dire que cette distance représente la longueur d'onde, que je vais noter lambda. Alors ici, sur le texte, 8 carreaux qui représentent lambda, et j'ai 5 carreaux qui représentent 1,25. Donc j'écris que 5 divisions représentent 1,25 cm, et j'ai 8 divisions qui représentent lambda. Je conclus que lambda égale 8 fois 1,25 sur 5 égale à 2 cm. Quatrième question, on déduire la célérité de l'onde progressive. Quatrièmement, ça c'était troisièmement. Quatrièmement, on applique la règle de la célérité en fonction de la longueur d'onde et la période t, et on en déduit que V égale 2,00 10 puissance moins 2 sur la période, c'était 0,10 secondes, égale à 0,2 mètres par seconde. Cinquième question, montrer par une analyse dimensionnelle que le quotient V sur N s'exprime par une unité de longueur. Ici, il faut d'abord faire une analyse dimensionnelle de ce rapport
afin de trouver sa dimension. Une fois la dimension trouvée, on déduit l'unité par laquelle s'exprime ce rapport. Donc, cinquièmement, la dimension de V sur N égale V sur N, dimension. La dimension de V, c'est une longueur fois un temps moins 1. Et la dimension de la fréquence, c'est un temps moins 1. Donc, ceci est égal à L. Donc, le rapport V sur N a la dimension d'une longueur. Donc, V sur N s'exprime par une unité de longueur. Par une unité de longueur. Si j'avais trouvé T, je dirais que V sur N s'exprime par une unité de temps. Alors, pour mieux comprendre cette analyse dimensionnelle, je vous renvoie vers la leçon d'analyse dimensionnelle dont vous voyez le lien en haut à droite et aussi à la série d'exercices consacrés à cette analyse dimensionnelle. La figure ci-contre montre les variations temporelles de l'élongation Y en un point d'un milieu dans lequel se propage une onde progressive périodique. Petit a, déterminer la fréquence de l'onde. Petit b, peut-on déterminer une longueur d'onde dans ce cas justifié? Pour répondre à la première question, ce graphe représente y égale f de t. Donc, sur ce graphe, je ne peux déterminer que la période grand T et non la longueur d'onde lambda. Pour déterminer la période grand T, je dois déterminer sur ce graphe l'échantillon qui se répète identique à lui-même. Je vais prendre une autre couleur, le rouge par exemple, et je vais suivre ici sur le schéma jusqu'à trouver l'échantillon qui se répète identique à lui-même. Donc, d'après ce que je vois ici, c'est cette partie-là qui se répète identique à elle-même. Donc ça, c'est une période. Malheureusement, ici sur le schéma, cette période n'est pas indiquée par une division exacte. Elle est entre deux divisions. Donc je ne dois pas ajouter une autre division, mais je dois respecter les divisions qui sont sur le schéma. Pour cela, je vais continuer à calculer les périodes jusqu'à trouver une division correcte. Donc ça, c'est une période. Si je continue, c'est une deuxième période, puis une troisième période. Je vois que la troisième période tombe sur une division exacte. Ça veut dire, cette distance-là, elle représente 3t. Et ce 3t mesure 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Donc je peux écrire que 3t égale à 2 secondes. J'en déduis la valeur de t et après je vais calculer la fréquence de l'onde. On écrit, premièrement, on a 3 périodes correspond à 2 secondes. Donc la période t égale à 2 tiers. Alors, la fréquence n, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire ici 3 demi. L'unité c'est Hertz. En écriture normale, n égale 1,5 Hertz. Petit b, peut-on déterminer la longueur d'onde dans ce cas? Alors, pour déterminer la longueur d'onde, dans ce cas, j'ai deux possibilités. Soit j'ai un graphe qui représente y égale à f de x, or ce n'est pas le cas, c'est y égale à f de t. Je ne peux pas déterminer la longueur d'onde graphiquement, car je n'ai pas y égale à f de x. Deuxième possibilité, je dois avoir dans l'énoncé la valeur de la célérité. Or, ce n'est pas le cas ici. Si j'avais la valeur de la célérité, je vais écrire V égale lambda fois la fréquence et je peux déterminer la longueur d'onde. Donc, dans cet exercice, je n'ai pas la courbe y égale à f de x et je n'ai pas la valeur de la célérité. Donc, je ne peux répondre que pour petit b, on ne peut pas déterminer la longueur d'onde dans ce cas, car on ne connaît pas la valeur de la célérité de l'onde. Deuxième question, la figure ci-contre montre l'aspect d'une corde, cette figure-là, sur laquelle se propage une onde sinusoïdale de fréquence 100 Hz. On déduire la longueur d'onde et calcule la célérité de l'onde. Ce graphe, il représente y égale à f de x, puisque c'est l'aspect de la corde. Donc la longueur d'onde, comme on a vu précédemment dans l'exercice 1,
c'est cette distance-là, à partir de ce point jusqu'à celui-là. Ici, sur le schéma, on m'a donné une règle et on m'a indiqué sur cette règle la distance de 48 cm qui commence à partir d'ici jusqu'à ce point. Donc, cette longueur d'onde ne coïncide pas avec une division exacte. Donc, je vais continuer à compter les longueurs d'onde jusqu'à trouver une division exacte. La deuxième longueur d'onde, on ne tombe pas sur une division exacte. De même pour la troisième et pour la quatrième, on trouve 48 cm. Ça veut dire que cette distance-là représente 4 fois lambda et ces 4 lambda mesurent 48 cm. Donc je peux déduire que j'ai 4 lambda égale à 48 cm. Donc lambda, c'est 48 sur 4 est égal à 12 cm. Maintenant, pour calculer la célérité de l'onde, j'utilise la relation entre la célérité, la longueur d'onde et la fréquence, V égale lambda fois F. J'en déduis que V égale lambda, c'est 12 cm. Je la multiplie par 10 moins 2 pour qu'il soit en mètres, fois la fréquence 100 Hz, et je trouve que V égale 12 mètres par seconde. En écriture scientifique, c'est 1,2 10 puissance 1 mètre par seconde. On passe à l'exercice 3. Le schéma suivant montre à l'instant T0 l'aspect d'une corde le long de laquelle se propage une onde progressive sinusoïdale de période grand T. P, Q, R, S, M, U, V et W sont des points de la corde. On donne la distance Rm égale à 5 cm. Première question, déterminer la longueur d'onde. Ce schéma-là représente l'aspect d'une corde, c'est-à-dire c'est une corde sur laquelle se propage une onde progressive sinusoïdale. La distance donnée est Rm, elle est de 5 cm. Je peux déterminer à partir de cette distance la longueur d'onde. Voyons le schéma suivant qui va résumer comment on peut calculer la longueur d'onde sur une onde sinusoïdale. Comme vous voyez ici, on a une onde sinusoïdale. Si je prends de ce point jusqu'à celui-là, c'est une longueur d'onde lambda. Si je prends de ce point jusqu'ici, c'est la moitié de la longueur d'onde. Si je prends de ce point jusqu'au minimum, c'est l'un quart de la longueur d'onde. Donc, grosso modo, je peux diviser cette sinusoïde en 4 parties égales. 1 quart de l'onde, 2 quarts d'onde, 3 quarts, puis 4 quarts. D'après le schéma ici, j'ai de R jusqu'à M, c'est-à-dire j'ai de ce point jusque là. Donc, ça représente lambda sur 2. Donc, 5 cm, c'est lambda sur 2, d'où la longueur d'onde, c'est le double, c'est-à-dire 10 cm. Donc, on écrit, premièrement, lambda sur 2 égale à Rm. Donc, la longueur d'onde lambda, elle est égale à 2 fois Rm. C'est-à-dire que lambda, elle est égale à 10 cm. Je peux l'écrire en centimètres comme je peux l'écrire en mètres. 0,10 mètres. Deuxième question de cet exercice. Indiquer les paires de points de la corde qui vibrent en phase. Ça veut dire parmi ces points, quels sont les points qui font le même mouvement ou bien qui sont dans le même état vibratoire. À savoir une chose, chaque fois que la distance entre deux points vérifie la relation suivante, D égale K lambda, avec K un entier naturel non nul, alors ces deux points vibrent en phase. Alors, essayons de voir les points qui sont séparés par une seule longueur d'onde. Alors, il y a P et V. Donc, je peux dire que P et V vibrent en phase. Donc, on peut écrire, deuxièmement, P et V sont en phase. Maintenant, cherchons d'autres points. Sur la corde, le point Q
possède un autre point qui est loin de Q d'une longueur d'onde, c'est W. Donc ces deux points-là sont séparés par lambda aussi. Donc le point Q et le point W vibrent en face. Je peux écrire que Q et W sont en face. Examinons les autres points. Il n'y a pas ici sur la corde un autre point dont le nom figure dans ces lettres qui est en phase avec R. Le point qui est en phase avec R, c'est ce point-là, mais il ne porte pas de nom. Donc je ne vais pas ajouter une lettre autre que les lettres qui sont dans l'exercice. Ce point S, c'est celui-là qui est en phase avec lui, mais il n'est pas nommé, donc je ne peux pas mettre le point S et l'autre. Donc les deux paires de points qui vibrent en phase sont P et V, Q et W. Troisième question, dessinez l'aspect de la corde à l'instant T0 plus T sur 2 en indiquant la position des différents points. C'est-à-dire, je dois refaire le schéma de cette corde, mais à l'instant T0 plus T sur 2 et en indiquant la position des différents points, c'est-à-dire la position de P, Q, R, S, M, et ainsi de suite. Mais ceci à l'instant T0 plus T sur 2. Chaque fois qu'on nous demande de tracer ou bien de dessiner l'aspect d'un milieu à un instant autre que l'instant qui est dessiné sur la figure, il faut d'abord calculer la distance parcourue par l'onde pendant cette durée. Donc, troisièmement, calculons d'abord cette distance-là. Cette distance, c'est D égale la vitesse de propagation de l'onde fois l'instant T0 plus T sur 2 moins l'instant initial T0. C'est-à-dire, je veux déterminer l'aspect de la corde à T0 plus T sur 2 à partir de cette figure-là. C'est-à-dire, en exploitant cette figure, je peux déduire la figure à l'instant T0 plus T sur 2. Donc, cette distance, elle est égale à V fois T sur 2. Or, V fois T n'est autre que la longueur d'onde lambda. Donc, D égale lambda sur 2. Ça veut dire que l'onde va bouger d'une demi-longueur d'onde. C'est-à-dire sur cette corde, les points ne vont pas changer d'abscisse. C'est-à-dire cette position, c'est la position de P. Celle-là, c'est la position de Q. Celle-là, c'est la position de R. Celle-là, c'est la position de S. Et ainsi de suite. Donc les points ne vont pas changer de position X. Sinon, il y a transport de matière. Mais ce qui va changer, c'est là, il y a l'élongation de P. Est-ce qu'elle sera dans un maximum, elle est nulle ou bien minimale? Donc l'onde va se propager le long de cette corde et en arrivant à un point, ce point sera soit un maximum, nul, minimum. Donc il ne faut pas déplacer les points P vers la droite, ou bien Q ou bien R. Il faut les laisser à leur place, mais il faut déplacer l'onde sur la corde. On va montrer ça sur un schéma. Le schéma suivant, ici en haut, représente l'aspect de la corde à l'instant T0. C'est la même figure que celle qui est dans l'exercice. Donc, il faut essayer de faire bouger l'onde vers la droite et laisser les points à leur place, c'est-à-dire laisser les abscisses des points sans changement. Donc, on peut dire que l'élongation Y va changer, mais l'abscisse X va rester à sa place, car il n'y a pas de déplacement de matière, mais transfert d'énergie. Toute cette onde qu'on voit ici va se déplacer de lambda sur 2. Alors, commençons par exemple par ce minimum. Il va se déplacer de lambda sur 2, il va arriver au niveau de P. Le point P va descendre, il va se trouver dans un creux, en minimum. C'est pour ça que donc, le schéma en bas, c'est le schéma à l'instant T0 plus T sur 2. Donc, cette fois-ci, le point minimal de l'onde ici s'est déplacé de lambda sur 2. Elle a atteint le point P. Donc, le point P sera dans le creux, il sera minimal. Donc, il a une élongation minimale. Je prends ce point-là. Il va se déplacer de lambda sur 2. Ce point de l'onde va atteindre cette position-là. Donc, ce point va atteindre R. Puisque ce point a une élongation nulle, R restera à élongation nulle. Donc, le point R restera à sa place. Il est toujours à élongation nulle. Je prends ce point de l'onde. Il va se déplacer de lambda sur 2. C'est-à-dire,
il va parcourir cette distance-là. L'onde, ce n'est pas le point. Voilà. Il va arriver au niveau de S. Donc, ce maximum qu'on voit ici, il va atteindre S. Donc, S sera sur une valeur maximale. Donc, le point S, il sera situé sur le maximum de l'onde. Je prends le point R. Ce point R va se déplacer d'une longueur lambda sur 2. Donc, il va arriver au point M. Et puisque l'élongation du point qui était en R est nulle, le M aura toujours une élongation nulle. Donc, il va rester à cette position-là. Maintenant, pour le point S, lorsqu'il va se déplacer de lambda sur 2, il va arriver au niveau de V. Donc, le point V sera situé sur un minimum. Donc, il aura une élongation minimale. Une fois qu'on a placé les points P, le point R, le point S, le point M, le point V, on peut déduire la position du point Q qui existe entre P et R, et la position de U qui est entre M et V, et la position de W qui vient juste après V. Donc, cette deuxième courbe qu'on voit ici, c'est l'aspect de la corde à l'instant T0 plus T sur 2. Passons à l'exercice 4 de cette série 2. Un haut-parleur émet un son qui est capté par deux microphones M1 et M2, branchés sur les voies YA et YB d'un oscilloscope, comme le montre le dispositif expérimental suivant. Donc, le montage expérimental comporte un haut-parleur qui émet des ondes sonores et deux microphones devant le haut-parleur. L'un est appelé M1, l'autre M2, et ils sont branchés à un oscilloscope. Le M1 est branché à la voie YA, le M2 est branché à la voie YB. On voit sur l'écran de l'oscilloscope les signaux captés par M1 et M2, les signaux électriques qui représentent les ondes sonores. La première question, c'est calculer la période et la fréquence de l'onde captée par les microphones. Sachant qu'un carreau sur l'écran de l'oscilloscope horizontalement, il représente 0,1 millisecondes. Donc, pour déterminer la période, on va exploiter le graphe sur l'écran de l'oscilloscope. On appelle ça un oscillogramme. Donc ici, je vais prendre n'importe lequel des deux signaux. Par exemple, je prends le premier ici. Et la période, c'est de ce point jusqu'à un point semblable, c'est-à-dire celui-là. Donc, cette longueur représente la période T. Je compte le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc, ici, la période est représentée par 5 divisions, soit sur le premier graphe ou bien le second. Et sachant qu'une division vaut 0,1 milliseconde, donc la période c'est 0,1 fois 5, c'est-à-dire 0,5 millisecondes. Donc on peut écrire comme réponse à cette première question, premièrement, T est égal à 5 divisions, égale 5 fois 0,1, c'est 0,5 millisecondes, c'est-à-dire aussi 5, 10 puissance, moins 4 secondes. Deuxième question de l'exercice. On repère les abscisses des deux microphones par la règle. C'est-à-dire que cette règle me donne les abscisses des deux microphones. Donc, sur la règle, je peux dire que M1 est à l'abscisse 0 et M2 est à l'abscisse 20 cm, bien entendu. Lorsque les deux courbes observées sur l'oscilloscope sont en phase, ça veut dire que ce repérage est fait lorsque les deux courbes sont en phase. On laisse le microphone M1 fixe, on ne fait pas bouger le M1 et on déplace le microphone M2. Donc sachant bien qu'au départ, les deux courbes sont en phase, c'est-à-dire qu'on relève l'abscisse du microphone M2 chaque fois que les deux courbes redeviennent en phase. Donc au départ, par exemple, ils étaient sur la même position 0, 0. Et on commence à éloigner le M2, les deux courbes se décalent. À un certain abscisse, les deux courbes redeviennent en phase. On note cette abscisse. C'est ce que ce tableau nous donne. Donc les deux courbes sont en phase pour la première fois à 17 cm lorsque j'éloigne M2 de M1 de 17 cm.
puis pour la deuxième fois à 34 cm, puis 51, puis 67,9 et 85 cm. Donc chaque fois que M2 est sur l'un de ces abscisses, les deux courbes redeviennent en phase. Première question, déduire de ces mesures la longueur d'onde sonore. C'est-à-dire à partir de ce tableau, essayons de déterminer la longueur d'onde. D'après la définition du cours, la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points qui vibrent en phase. Donc je constate d'après le tableau ici que les deux microphones, la plus petite distance qui les sépare pour qu'ils soient en phase, c'est 17 cm. Donc ce 17 cm représente la longueur d'onde lambda. Donc on écrit, je donne d'abord lambda, la définition, c'est la plus petite distance qui sépare deux points qui vibrent en phase. Donc, d'après cette définition, la plus petite distance qui sépare les deux microphones M1 et M2 pour qu'ils soient en phase, c'est 17 cm. Donc, lambda égale 17 cm. Bien entendu, dans cet exercice, on ne demande pas la justification. On nous demande de déduire la longueur d'onde. Mais si par exemple on a ajouté justifier la réponse, il faut écrire la définition de la longueur d'onde et en déduire à partir de cette définition que lambda égale à 17 cm. Deuxième et dernière question, calculer la célérité de l'onde sonore dans l'air. Une fois qu'on connaît la période et on connaît lambda, je peux déterminer la célérité de l'onde en utilisant la relation qui relie la longueur d'onde et la période, égale lambda fois n. Ici, on a oublié de calculer la fréquence. Je reviens ici. N, c'est l'inverse de T. Et ceci est égal à 1 sur 5 10 puissance moins 4, ce qui donne 2000 Hz. Donc la fréquence, c'est 2000 Hz. La longueur d'onde, c'est 17 cm. Je peux calculer maintenant V. Elle est égale à 17 10 moins 2 fois 2000, ce qui me donne 340 mètres par seconde. On doit respecter les chiffres significatifs et l'écriture scientifique. J'ai une multiplication, j'ai 4 chiffres significatifs, ici j'ai 2 chiffres, donc le résultat doit être donné avec 2 chiffres significatifs et en écriture scientifique, c'est-à-dire que V égale 3,4 10 puissance 2 mètres par seconde. L'exercice 5, une lame vibrante impose à l'extrémité S d'une corde horizontale un mouvement transversal et rectiligne de va-et-vient de fréquence n égale à 50 Hz. La célérité de propagation des ébranlements, c'est-à-dire des perturbations, le long de la corde est V égale à 10 mètres par seconde. On néglige l'amortissement. Première question, calcule la fréquence n des vibrations à l'extrémité S et la longueur d'onde lambda de l'onde progressive se propageant le long de la corde. Maintenant, pour calculer la fréquence de l'extrémité S, on voit d'après l'exercice que l'extrémité S est liée à la lame vibrante. Et cette lame vibrante impose à l'extrémité S un mouvement sinusoïdal. Un mouvement de va-et-vient, c'est un mouvement sinusoïdal de fréquence 50 Hz. Donc, la source S a la même fréquence que la lame vibrante, c'est-à-dire 50 Hz. Donc, premièrement, N égale 50 Hz. Deux points, j'écris S et la lame vibrante ont la même fréquence. Pour calculer la valeur de la longueur d'onde lambda, je possède la fréquence n et la célérité v. Je n'ai qu'à appliquer la relation v égale lambda fois la fréquence. Implique lambda égale v sur n. Comme application numérique, c'est 10 mètres par seconde sur 50. Je trouve lambda égale à 0,2 mètres. 0,20 mètres en respectant les chiffres significatifs, c'est-à-dire 20 cm. Deuxième question, petit a, représenter l'aspect de la corde aux instants T1 0,02 secondes et T2 égale 0,05 secondes. Sachant que le mouvement de l'extrémité S de cette corde commence à l'instant T égale à 0 vers le haut.
Alors, avant de représenter l'aspect de la corde à l'instant T1 et à l'instant T2, comme déjà fait dans les exercices précédents, il faut toujours calculer la distance parcourue par l'onde jusqu'à cet instant, à partir de t égale à 0 jusqu'à t égale à 0,02. Deuxièmement, petit a, cette distance, je vais l'appeler T1, elle est égale à V, facteur de T1 moins T0. T0, c'est l'instant où S commence son mouvement. Et d'après le texte, ce T0, il est nul. Donc, ceci est égal à V fois T1. En faisant le calcul, on trouve que D1 égale 10 fois 0,02. Donc, ça donne 0,20 mètres. Toujours en respectant le nombre de chiffres significatifs. J'ai deux chiffres significatifs, une multiplication, donc ça sera 0,20 mètres, c'est-à-dire aussi 20 cm. Dans le cas des ondes progressives et périodiques, je vous conseille toujours de comparer cette distance parcourue à la longueur d'onde lambda. Dans ce cas, le D1 est égal à lambda. Ce résultat signifie que le front d'onde qui sort de S à l'instant 0, à l'instant 0,02, il se trouve à 20 cm de S, c'est-à-dire il se trouve à lambda de S. Donc, j'ai le front d'onde ici, je dois le placer à une distance de 20 cm de S, c'est-à-dire d'une distance égale à lambda de S, d'après le texte. Maintenant, il faut tracer sur cette distance les ondes entre S et F. Maintenant, la question, est-ce que je vais tracer des courbes qui sont de ce genre-là? C'est-à-dire un front d'onde ici, et S, elle est là. Ou bien je vais tracer des ondes de ce genre-là. Alors, le premier schéma ici veut dire que S a commencé son mouvement à l'instant 0 vers le haut. Et ce genre d'onde veut dire que S a commencé son mouvement vers le bas. Si je reviens au texte, S a commencé son mouvement vers le haut. Donc, je n'ai qu'à tracer ce type d'onde à partir d'F. Je vous montre ça sur un schéma plus clair. Comme vous voyez ici, soit on a ce type d'onde, c'est dans le cas où le mouvement initial de la source vers le bas, ou bien ce type d'onde, c'est le mouvement initial de la source vers le haut. Donc il faut toujours s'assurer dans quel sens se déplace S à l'instant t égale à 0 pour pouvoir commencer votre schéma soit par ce genre de sinusoïde. Donc maintenant, l'onde a parcouru une longueur d égale à lambda à partir de S et tout le reste de la corde n'est pas encore atteint par les ondes, car le point le plus loin de S est à 20 cm. On aura donc le schéma suivant. Le schéma que je vois ici représente l'aspect de la corde à l'instant 0,02. Ça veut dire que le front d'onde, elle est là, et la source S, elle est là. Et le reste de la courbe n'est pas encore atteint par l'onde, car le front d'onde, c'est-à-dire le premier point qui sort de S, est situé à 20 cm de S. On va faire la même chose pour l'instant 0,05. Calculons d'abord la distance parcourue par l'onde à cet instant, c'est D2 égale à V fois T2 moins T0. Or, T0, c'est l'instant du début du mouvement de S, d'après le texte, égal à 0. Ceci égale donc à V fois T2. Donc, je trouve que cette distance D2, elle est égale à 10 fois 0,05, c'est 0,50 mètres. Ceci, en le comparant avec la longueur d'onde qui est à 0,2, c'est 2,5 lambda. Donc, à un instant 0,05 secondes, le front d'onde, c'est-à-dire le premier point qui sort de S,
est loin de S de la distance 2,5 lambda. Donc je vais tracer le même schéma, mais en commençant d'un point qui est loin de 2,5 lambda, et je trace 2 lambda et demi sur le graphe, comme le montre le schéma suivant. On voit ici le front d'onde F. Elle est loin de S de 2,5 lambda. Donc entre S et F, je vais tracer 2,5 lambda, c'est-à-dire 2 longueurs d'onde et demi. Et je commence toujours à partir de F et je reviens vers S. Une longueur, 2 longueurs d'onde et demi. Donc ça, c'est l'aspect à l'instant T2 et ça, c'était l'aspect à l'instant T1. Petit b, quel est par rapport à la source l'état vibratoire de chacun des points M1 et M2, distants de S, respectivement de D1 égale à 8 cm et D2 égale à 40 cm. On nous demande dans cette question de comparer le mouvement de M1 et S. Et dans notre programme, on doit toujours chercher est-ce que S et M vibrent en phase ou bien ne sont pas en phase. Ce qu'on va faire, on va toujours supposer qu'ils sont en phase et vérifier cette supposition. Donc, si les points sont en phase, la distance qui les sépare, vérifiez la relation suivante. Sm égale à K lambda avec K un entier naturel non nul. Et essayons de calculer la valeur de K. C'est Sm sur lambda. Si K appartient à n étoile, donc les deux points vibrent en phase, sinon ils sont déphasés. Donc pour M1, je trouve Sm1 sur lambda qui est égal à 8 cm sur 20. 8 sur 20, ça me donne 0,4. Et 0,4 n'appartient pas à n étoile. Donc je peux conclure que S et M1 ne sont pas en phase. Vérifions pour M2, K égale SM2 sur lambda égale à 40 cm sur 20 cm égale à 2. Le 2 appartient à n étoile. Donc je peux conclure que S et M2 sont en phase. Pour notre programme de la terminale, s'ils ne sont pas en phase, on n'est pas censé dans quel état elles sont. Donc, soit qu'ils sont en phase, soit qu'ils ne sont pas en phase. Troisième question, on éclaire la corde précédente avec un stroboscope de fréquence NE variable. Quel est l'aspect observé de la corde lorsque NE vaut 25 Hz? Justifiez la réponse. De même, dans le cas de la stroboscopie, on est censé connaître quand est-ce qu'une corde apparaît immobile. Et pour cela, une corde apparaît immobile lorsque la fréquence de l'onde est un multiple entier de la fréquence du stroboscope, avec toujours K, un entier naturel non nul. Alors, je vais calculer K et voir s'il est un entier naturel non nul ou non. C'est N sur NE. Le N d'après l'énoncé c'était 50 et le NE c'était 25. Donc ceci est égal à 2. Donc je peux dire que la corde paraît immobile. Dans le cas de la stroboscopie et dans le cadre de notre programme, on n'est pas censé compter ce qu'il est en mouvement ralenti dans le sens réel ou bien en mouvement ralenti dans le sens inverse. On est censé connaître quand est-ce qu'il paraît immobile, oui ou non. Donc si je trouve que K n'appartient pas à N, je dirais que la corde n'apparaît pas immobile. Si je trouve que il appartient à N, alors je dirais que la corde ou bien la surface de l'eau ou bien le milieu paraît immobile.